Parmi nous Marion Greffly, cofondatrice de Télécoop France, opérateur télécom coopératif et les licornes. Et parmi nous également Antoine Détourné, qui est délégué général ESS France, donc de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Merci, encore à vous. Donc l'idée de cet échange, c'est de permettre à chacun d'entre vous de réagir à deux questions principales et de laisser le temps pour des questions-réponses et un échange avec la salle vers la fin de cet échange. Donc pour situer la thématique de la table ronde, vous êtes au courant qu'un bilan de la loi dite Hamon de 2014 a été réalisé par un groupe, élaboré, rédigé par un groupe de travail d'une instance qui s'appelle Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. Cet avis, donc cette instance a émis un avis, a rédigé un avis qui a été porté à la connaissance de la ministre en juin de 2023. Il fait 202 pages. Donc, je sais très bien, vous l'avez tous sur votre table de chevet, donc il vous accompagne. Cet avis, en tout cas le contenu de cet avis, donc réfère à un certain nombre de sujets qui ont trait à l'application et à l'évaluation de la loi dite Hamon de 2014. Mais nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est évoquer et aborder ce qui réfère au numérique. Donc il y a quatre notions qui ont attiré notre attention à la lecture et à l'étude de ce bilan. Donc notamment lorsqu'on évoque les communs, donc le Conseil supérieur d'économie sociale et solidaire soulève la nécessité de mieux intégrer les communs numériques, nommément dans les textes régissant l'ESS. En ce qui concerne les data ESS, donc un certain nombre d'acteurs ont soulevé ou ont mis en exergue leurs pratiques de création des systèmes d'information et des technologies pour essayer d'avoir des données, pour obtenir des données et de fédérer, de réunir des données. Je pense que les experts parmi nous seront beaucoup plus explicites sur ce point. Un autre sujet, ce sont les compétences territoriales, donc qui peuvent avoir trait aussi et qui concernent le numérique, la dimension numérique de l'économie sociale solidaire. Et le quatrième point ou sujet, c'est le financement. Donc, est soulevé sans surprise, vous me direz, après avoir passé une journée à débattre sur les conditions de développement de l'économie sociale et solidaire, que c'est une problématique. La question de financement de l'amorçage modèle numérique de l'ESS, en particulier en coopérative ou en association. Donc, au regard de ces constats que je viens de balayer de façon très abrupte, j'invite les panélistes aujourd'hui présents à se prononcer autour d'une première question. Donc, je vais me tourner vers Arnaud, donc dans le sens horaire. Je vais me tourner vers lui pour qu'il puisse nous commenter et réagir sur quelles pistes d'amélioration pour donner enfin à l'économie sociale et solidaire numérique toutes les chances de réaliser son potentiel sur les transitions écologiques et numériques justes, durables, inclusives et souveraines. Merci Gabriela. Bon, je vais entamer le tour de table. Donc Arnaud, je suis le coordinateur, comme tu l'as dit, de Locavaluto. C'est un commun numérique sous forme d'assaut de loi de 1901. Donc je ne vais pas être exhaustif non plus sur les communs numériques parce que c'est très très large comme question. Donc je vais prendre l'approche de Locavaluto pour essayer de vous faire pour répondre à cette question. Donc déjà, Locavaluto, c'est une association qui installe des outils numériques pour les monnaies locales. On a eu la chance d'apparaître dans le CESS, donc l'avis sur le bilan, avec le Mouvement Sol, qui est la Fédération des monnaies locales. Donc
c'est la raison de notre présence ici aussi. On accompagne donc les monnaies locales. On a 18 monnaies locales au sein de notre association. On a été fondé en 2019, donc c'est il y a 4 ans maintenant. On développe des outils open source. L'objectif, c'est donc de faire bénéficier à tous les nouveaux acteurs qui intègrent notre association de ces outils. Ces outils peuvent être déployés très rapidement. Ils sont donc, la documentation est accessible. Les associations en fait qui nous rejoignent donc bénéficient des outils. Elles peuvent aussi développer des choses de leur côté, enfin nous solliciter pour développer des nouvelles fonctionnalités et donc les faire bénéficier aux autres. Ça, c'est le topo. On ne s'intéresse pas uniquement aux monnaies locales, on a envie de se diversifier pour que d'autres alternatives monétaires, comme par exemple les mutuelles ou les sécurités sociales et alimentaires, bénéficient des outils qu'on a développés, car ils partagent des fonctionnalités similaires. Par exemple, on a une application qui s'appelle Monoujo, qui peut être utilisée par les sécurités sociales de l'alimentaire, sous condition qu'on développe un smart contract spécifique aussi pour les sécurités sociales de l'alimentaire. Et on se servira de nos outils qu'on a développés pour les monnaies locales, qui permettent une gestion interne de l'association, comme base aussi pour générer cette application. Donc, les communs, finalement, soutiennent l'économie sociale et solidaire en faisant bénéficier les outils, avec une interaction très fine entre les utilisateurs de nos outils, donc les associations, et les producteurs de ces outils. Donc, il y a une interaction très fine. On responsabilise en fait toutes les personnes dans le commun par une gouvernance qui est partagée. À Loka Valuto, on a une gouvernance collégiale. Donc, notre CA est ouvert à tous nos adhérents, donc structures. On a 3 collèges, donc les structures, les personnes salariées. Donc, moi, je suis l'unique salarié pour le moment. On a aussi des prestataires, donc des personnes physiques. Et aussi aux entreprises qui sont aussi prestataires pour notre association. Donc, tout le monde est assez responsabilisé. Ça permet en fait d'acculturer aux questions le plus grand nombre pour pouvoir partager un avis éclairé sur les questions. Nos développements sont assurément low-tech parce qu'on a les associations qu'on accompagne sont pas des grosses structures, donc c'est souvent des associations de l'ESS. Enfin, c'est que des associations de l'ESS d'ailleurs. Et donc voilà. L'objectif, c'est de soutenir du coup avec des outils efficients les associations en accueillant et au maximum en fait les structures avec des outils comme des forums pour qu'il y ait un accès direct, un échange, de la documentation transparente. Toutes les décisions sont prises démocratiquement. Donc c'est la définition d'un commun. Donc un commun, il est à l'intersection de beaucoup de secteurs dans l'économie, donc sociale et solidaire. Et par la diversité des acteurs au sein du commun qui le rejoignent, on arrive à créer et penser à côté des fois. Donc ça crée des solutions qui sont des fois impensées, qu'on n'aurait pas pensé à la base. Et voilà. Merci beaucoup Arnaud. Je retiens l'importance de l'interaction entre les différents acteurs qui viennent vers vous, mais également qui ne savent peut-être pas que vous existez, puisque vous générez des forums et des lieux d'échange et de débat. Et je retiens également l'importance de ce mot que tu viens d'évoquer, mais qu'aujourd'hui, ce serait un peu trop ambitieux d'accorder du temps pour échanger ce que c'est les communs. Mais merci de cette premier regard. Je me tourne vers Anna. Quelle piste d'amélioration, Anna, pour
donner à l'ESS. Bonjour tout le monde. Une question très vaste. Donc pareil, je vais la restreindre au témoignage de Hello Asso et je laisserai d'autres interlocuteurs mieux placés que moi dans la table ronde pour avoir une vision plus transverse. Hello Asso, on peut témoigner à double titre. Le premier, c'est en tant que société commerciale de l'ESS. Donc en fait, on a un agrément ESUS qui vient de la loi Hamon, les wagons. On peut aussi témoigner en observant les 300 000 associations qu'on accompagne aujourd'hui avec Hello Asso. Je vais aller très très vite sur ce que fait Hello Asso, même si c'est dur. Donc on a été créé en 2009 avec pour mission d'accompagner le développement des associations grâce au numérique. Et en fait, dès le départ, la mission d'utilité sociale était ici, puisqu'on est en 2009, qu'on est en plein ce qu'on appelait, j'ouvre les guillemets, révolution numérique, je ferme les guillemets, mais que les associations étaient vraiment un marché qui n'intéressait à peu près personne, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. En tout cas, le besoin existait, mais il était très mal couvert par le marché. Donc, d'où l'utilité sociale de Hello Asso à intervenir à cet endroit-là. Et l'innovation sociale se trouve plutôt du côté du modèle qu'on a choisi pour proposer des solutions de paiement aux associations et pour les aider grâce au numérique. On a choisi d'être une plateforme qui était gratuite pour les associations. Donc les outils sont gratuits, les services qu'on propose et qui sont assez nombreux, notamment de la formation, sont également gratuits pour les associations. Évidemment, ça a un coût, le paiement en ligne, ça a un coût, salarié des personnes, ça a un coût. Du coup, ce qu'on propose, nous, c'est une contribution volontaire au moment du paiement à la personne qui vient acheter un billet pour aller à un festival, faire un don à une association, payer des cotisations en ligne sur Hello Asso. Donc en fait, avec ce modèle participatif, ça nous permet de démontrer donc une innovation sociale à cet endroit-là. Si vous étiez à la table ronde précédente, on voit que la question du financement du passage aux outils numériques est critique pour les associations. On leur a posé la question à quel point c'est important que Hello Asso soit gratuit. Évidemment, sans grande surprise, 97% des assos répondent c'est très important. Bon, ça, c'est pas très surprenant. En revanche, 42% des associations répondent que si Hello Asso n'était pas gratuit, elles ne proposeraient pas le paiement en ligne à leur public. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles ne bénéficieraient pas des opportunités que le numérique peut offrir si ça avait un coût supérieur à 0 globalement. Et par ricochet, ça veut dire que le public ne bénéficierait pas de la capacité à pouvoir payer en ligne ses activités associatives. Voilà, globalement pour le portrait Hello Asso. Sur les pistes d'amélioration, je ne vais pas parler des financements parce que je sais qu'il y a toute une table ronde qui est dédiée. J'en vois deux. Le premier, c'est la question de la valorisation des entreprises numériques de l'ESS. Et le deuxième, c'est l'accompagnement à la transition numérique des autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment les associations. Et là, je pense que nos propos vont se compléter. Sur le côté de la valorisation, qu'est-ce que ça a apporté à Hello Asso d'avoir l'agrément ESUS ? Pas grand-chose. Si ce n'est qu'on est très fiers de l'avoir. Donc en fait, c'est une fierté interne, que ça retranscrit les valeurs dans lesquelles on veut s'intégrer. Ça nous a permis d'avoir accès à quelques programmes en .org du côté de grosses, de Salesforce par exemple, d'avoir un petit peu de créneaux médiatiques, de panneaux JC Deco gracieux. C'est important parce qu'en fait, en étant une ESUS, les investissements de Hello Asso ne vont pas en priorité dans le marketing. Les investissements de Hello Asso vont en priorité dans le produit qui a une utilité sociale. Donc, le fait de bénéficier de facilités sur des questions de marketing et de communication, c'est quand même un vrai plus. Après, il faut dire que c'est pas encore un agrément qui est très connu. Je dirais quand même que je dois l'expliquer 9 fois sur 10 quand j'en parle. Et pourtant, je gravite dans des cercles plutôt initiés. Donc, le premier gros point, c'est vraiment la question de la valorisation. En revanche, d'un point de vue plus philosophique, je dirais, il faut que j'aille plus vite, Gabriella. Très bien. D'un point de vue plus philosophique, je pense que ce qui est intéressant avec l'exemple de Hello Asso, c'est
l'entrée des sociétés commerciales dans le champ de l'ESS et donc le fait d'avoir un cas d'une plateforme qui a pu passer à l'échelle, mais en défendant et en prenant les valeurs de l'ESS. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut valoriser quand on parle du bilan de la loi Hamon. Voilà, sur la question de l'accompagnement, c'est-à-dire le deuxième pilier sur les associations et la transition numérique du secteur associatif. Là, je pense que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on met des moyens humains. Donc, c'est pas vraiment un changement législatif, c'est plus un changement politique peut-être. En tout cas, c'est comment est-ce qu'on met des moyens humains pour accompagner la transition numérique. Pour vous donner juste un tout petit exemple, Hello Asso, on a une équipe d'une 20aine de personnes qui fait de l'accompagnement téléphonique. Donc, en fait, nous, on a choisi d'investir très lourdement dans un service client, entre guillemets, interne, là où la tendance est plutôt à l'externalisation, à essayer de digitaliser un maximum. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les associations nous disent « Ah ben, on est super content de vous avoir au téléphone parce qu'en fait, on ne sait pas qui avoir au téléphone. » Et donc, en fait, il y a encore un gros manque à cet endroit-là. On a mis en place un super dispositif qui s'appelle les PANA, Points d'appui au numérique associatif, en partenariat entre autres avec le mouvement associatif. Il faut aller plus loin. Je constate juste qu'il manque des moyens humains pour accompagner la transition numérique. Merci beaucoup, Anna, de mentionner les différentes leviers qui sont sous-jacentes à des éventuelles améliorations. Donc, il y a également non seulement un levier législatif, mais aussi des leviers autres. Merci beaucoup, Anna. David. Alors, merci de nous avoir invités déjà pour pouvoir parler de l'évaluation de la loi. Je pense que pour reprendre par rapport à la question initiale, il y a un petit peu deux questions. Déjà, il y a la première question qui est de savoir est-ce que la loi de 2014, en fait, elle est satisfaisante ou pas, et ensuite, qu'est-ce qui peut éventuellement être amélioré sur la question du numérique. Nous, je pense que Antoine aussi reviendra peut-être aussi là-dessus, mais c'est vrai que côté mouvement associatif et côté des associations, mais plus globalement peut-être des structures de l'ESS, il y a quand même énormément de choses positives dans cette loi. C'est quand même une première loi qui avait permis aussi, je sors un peu du cadre numérique pour venir plus sur le cadre ESS en tant que large, mais c'est quand même une première loi qui a permis de mettre autour de la table l'ensemble des grandes familles de l'ESS. Il y a eu donc énormément de choses très positives à relever de ce niveau-là. Après, par rapport à la loi, quand le CSESS a travaillé sur la question de l'évaluation de la loi, il y a aussi beaucoup de choses par rapport à l'évaluation de la loi où on se rend compte qu'au niveau législatif, il y a des possibilités, mais que derrière, il y avait aussi un manque de moyens, peut-être par rapport à certaines ambitions de la loi. Côté association, par exemple, si je veux l'illustrer, la loi ESS de 2014, c'est la première loi qui donne un cadre légal à la subvention. Quand on regarde l'étude d'impact de la loi 2014, en fait, l'objectif de donner un cadre légal à la subvention, c'était de se rendre compte que, en fait, la subvention dans le budget global des associations est en constante diminution, et donc l'évaluation se dit, en donnant un cadre légal, ça va permettre de clarifier certaines choses, et quelque part, ça va aussi permettre d'avoir davantage de subventions. On se rend compte que la chute des subventions dans le budget global des associations, elle a continué. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de moyens qui sont mis derrière, la question de l'évaluation du cadre légal, pour moi, elle se pose déjà dans un deuxième temps. Déjà, allons au bout peut-être de la loi de 2014, de ce qu'elle a voulu mettre en place et de ce qu'elle a ouvert comme possibilité. Ensuite, sur la question plus spécifique du numérique, pour moi, je pense que la question du numérique apparaît pas forcément en tant que telle dans la loi ESS, mais en même temps, elle apparaît quelque part en filigrane, parce qu'en fait, c'est la question des transitions de manière plus globale qui est posée. C'est la question de l'accompagnement aux structures associatives, puisque je parle pour le mouvement associatif, mais des structures de l'ESS de manière plus générale. Et du coup, ça recoupe quand même certaines problématiques qui sont pas forcément fléchées directement sur le numérique, mais qui pour moi sont aussi traitées. Par exemple, la loi, il y a un article qui va définir le DLA. Aujourd'hui, le DLA, j'ai mon collègue Imad qui était juste sur la table ronde avant moi, qui s'occupe d'animer un centre de ressources DLA sur la transition numérique. Donc, on voit aussi que sur la question de l'accompagnement, ça a permis aussi quand même de donner une impulsion de comment est-ce que
on acculture les acteurs associatifs au numérique, de voir aussi comment est-ce que les acteurs du numérique se saisissent aussi de ces enjeux-là pour mieux accompagner les associations. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, en tout cas sur la question de l'accompagnement, qui sont encore à travailler. Juste un chiffre très rapide, mais sur le baromètre de la place du numérique pour les associations, il y a une donnée sur la question de l'accompagnement qui devrait vraiment, pour le coup, nous interroger en tant que... je pense qu'ici, on est dans un cercle de personnes qui travaillent sur les questions d'accompagnement numérique pour les structures de l'ESS. Sur ce baromètre-là, il y a un chiffre qui explique que quand une association a besoin de se faire accompagner, à 52%, elle se tourne dans son cercle autour pour un accompagnement informel. Le deuxième accompagnateur du numérique pour les associations, c'est Google, c'est la recherche Internet des associations qui vont regarder sur Internet comment est-ce que je me débrouille avec mes soucis numériques. Donc là, il y a aussi un travail, je pense, d'acculturation des acteurs de l'accompagnement à mieux être sensibilisés sur les enjeux du numérique et vice-versa. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être réfléchi aussi dans les deux sens. On entend loi fédératrice, élan, et un autre mot-clé comme celui des transitions et d'accompagnement, qui fait le lien avec ce que Anna nous a partagé. Marion, quelles seraient les pistes d'amélioration ou comment souhaiterais-tu partager ton regard sur cette loi? Oui, merci pour l'invitation. Donc, en quelques mots, donc moi je suis Marion, je suis cofondatrice de Télécoop, l'opérateur télécom coopératif. Donc, concrètement, nous on est né d'une idée très forte qui est qu'aujourd'hui les opérateurs télécoms, à notre avis, ils servent pas l'intérêt général, ils servent plus l'intérêt général, puisque aujourd'hui c'est des opérateurs télécoms qui vont plutôt nous encourager à consommer toujours plus, à passer de plus en plus de temps devant notre téléphone, etc., etc. Et qui finalement remettent plus le numérique au cœur d'enjeux liés à l'intérêt général, pour le coup. Alors qu'on l'a vu dans tous les exemples que vous donniez, le numérique, c'est quand même une formidable façon et possibilité justement de faire évoluer notre société au nom de la transition écologique et sociale. Donc nous, on y croit fortement. Et c'est pour ça qu'en tant qu'opérateur télécom, notre objectif, c'est de dire qu'on peut utiliser le numérique différemment et pas juste à une vision purement économique, mais qui a aussi pu avoir un objectif de transition écologique et sociale. Je suis là aussi au nom des licornes. Donc licorne avec 2 O, c'est un collectif de coopératives qu'on a monté il y a maintenant 2 ans, en même temps que Télécoop d'ailleurs, et qui rassemble, c'est une alliance de coopératives pour la transition sur l'ensemble des secteurs de l'économie dont ont besoin les citoyens concrètement pour vivre. Donc il y a un énergéticien qui s'appelle Enercop, il y a une banque éthique qui s'appelle la Nef, il y a Mobicop aussi qui est un service de covoiturage libre. Je ne vais pas tous les citer parce qu'on est 13 maintenant et on a été rejoint dernièrement par des acteurs comme Biocop, donc les gros acteurs maintenant de la coopération sur l'alimentaire. Voilà, donc je vais un peu sur ces 2 tableaux. En fait, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée en préparant la table ronde et en vous entendant, c'est que quand même l'ESS, c'est très vaste quand on parle de l'ESS. C'est une économie en tant que telle. Et quand effectivement, je compare nos activités au mouvement associatif que je connais bien par ailleurs aussi, en fait, nous, on est des acteurs économiques en tant que tels, c'est-à-dire qu'on crée un chiffre d'affaires, on l'utilise pour pouvoir, bien sûr, embaucher, faire notre métier, mais on flèche tout ce qu'on fait, et dans la façon dont on le fait, on le flèche au service de la transition écologique et sociale. C'est vraiment la raison d'être des licornes, quoi, hein. On utilise cette activité pour ça. Et en fait, finalement, quand j'entends l'ESS numérique ou l'ESS de manière vaste, je trouve que ça nie quand même le fait qu'on est tous très différents par rapport à notre taille, par rapport à nos statuts sociaux, par rapport à nos statuts d'entreprise, hein, ou d'entreprise ou de structure ou d'association, etc. Et j'y vois un petit danger quand même, parce que je me dis que concrètement, pour que ça marche une transition, il faut quand même être très perspicace et avoir en tête vraiment les tenants et aboutissants de chacune de ces organisations qui font l'ESS. Donc ça, c'est un premier point. J'ai une certaine crainte toujours de ces gros paquets où on met tout le monde dedans, alors qu'en fait, non, on est tous très différents.
Et c'est OK, hein, parce qu'en fait, l'ESS, c'est une économie à part entière, dans laquelle on serait très ravis de vivre tous. Donc, ça, c'est un premier point quand même que je dirais. Et le deuxième point aussi, c'est qu'au sein de cette ESS, on a aussi déjà des solutions pour vraiment aller vers la transition numérique. Et je pense que c'est le cas chez Télécop, hein, c'est ce qu'on développe. Et je pense que plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, moi, j'irais aussi aider des acteurs qui sont là pour accompagner l'ESS en tant que tel, mais qui font aussi partie de l'ESS. Et moi, effectivement, quelque part, ça me choque quand j'entends que le deuxième réflexe des associations pour être aidées dans leur transition numérique, c'est de demander à Google, quoi. Je me dis que, en fait, non, déjà, on a aussi des choses en interne dans notre économie, entre guillemets, dont on peut être fier et qui doivent nous aider aussi à réussir cette transition numérique. Donc, c'est un peu les deux éléments clés, moi, qui m'ont un peu marqué en préparant ça. Et du coup, je me dis que pour pouvoir aller plus loin et pour aider cette transition numérique, je pense qu'on doit avoir des acteurs forts au sein de l'ESS qui sont là justement pour permettre permettre à l'ESS de faire cette mutation. Parce que on l'a fait pour des bonnes raisons, parce que je pense qu'on est tous convaincus là que l'ESS, c'est l'économie de demain. Par contre, il faut quand même des gens qui savent de quoi ils parlent au sein de notre secteur économique pour pouvoir faire cette bascule, à mon avis. Et le deuxième point aussi, c'est peut-être pour arrêter de dépendre des autres. Parce que tant qu'à faire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on se coupe des autres, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut qu'on soit fier de ce qu'on fait et de ce qu'on fait bien. Et pour ça aussi, je pense qu'on a largement les moyens de se donner cette fierté, en quelque sorte. Donc, un premier point, c'est que je pense qu'il faut créer vraiment des acteurs qui portent ces visions-là dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et qui puissent aider le reste du mouvement à pouvoir avancer. Premier point. Et le deuxième point, en fait, à un moment donné, quand on fait les choses bien, c'est le cas dans nos structures et on essaie de lier urgence environnementale, impact sociétal, on essaie de faire tout ça au quotidien, et puis qu'est-ce que c'est compliqué, mais on le fait tous. Et en fait, à un moment donné, je trouve que d'un point de vue économique, ça devrait aussi se ressentir. Hein, moi, je m'interroge toujours pourquoi. Alors nous, par exemple, chez Télécop, hein, un exemple très simple, on a décidé aussi d'avoir un service client en France qui prend le temps d'accompagner ses abonnés. Aucun opérateur télécom ne le fait, parce que ça coûte cher. Hein, voilà. On va se dire les choses clairement. Voilà. Mais nous, on le fait. Donc, pourquoi est-ce que, concrètement, chez nous, Télécop doit payer la même chose, c'est-à-dire en termes de charges sociales, charges patronales, il faut nous aider en fait à continuer ce travail qui est d'intérêt général. En fait, hein. Concrètement, quand nous on prend 15 minutes avec une de nos abonnées parce qu'elle n'arrive pas à faire un paramétrage sur son téléphone, moi je peux vous garantir, et c'est d'ailleurs c'est le cas, parce que cette cliente nous l'a dit, il me dit vous êtes le premier à ne pas me raccrocher au nez parce qu'en fait concrètement ça fait plus de 10 minutes que je suis avec vos téléphones. Ouais. Et ça, pour moi, c'est de l'intérêt général. Et on doit être aidé à faire ça. Pourquoi est-ce que quand Télécom fait ça, ça lui coûte la même chose en termes concrètement, hein, au-delà du salaire que n'importe quel autre opérateur télécom. Voilà. Moi, je pense qu'on doit pouvoir être fier de ce qu'on fait en tant que SS, mais on doit aussi être remercié quelque part. Voilà. Le mot d'un acteur économique. Merci beaucoup, Marion. Différence des statuts au sein de cette grande famille qui est l'économie sociale et solidaire, mais des pratiques à approfondir, à mieux connaître, à mieux valoriser, car elles visent l'intérêt général. Antoine, comment peut-on continuer dans l'amélioration ? Alors déjà, merci beaucoup de vos témoignages, parce que normalement, mon job, c'est d'essayer de vous écouter et de ne pas dire trop de bêtises à partir de ce que vous dites. Ce qui n'est même pas toujours, quand les synthèses sont possibles, évident. Néanmoins, je vais essayer de relever le défi. Je voulais revenir 20 secondes sur la loi de 2014 et rappeler que c'est une loi de 2014 aussi. C'est une loi de 2014, donc 31 juillet 2014. C'est avant les premières labellisations French Tech, si on doit comparer ce qu'était le monde économique de l'époque. C'est avant la loi NOTRe sur les territoires aussi, qui a eu un rôle important sur comment les territoires se sont appropriés le développement économique. Donc c'est une loi aussi qui est, par certains aspects, datée quand on pose le regard
de l'économie d'aujourd'hui sur ce qu'elle a pu être. Pour autant, elle est utile et pas obsolète, à mon sens, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'elle a fixé une représentation de l'économie sociale et solidaire. Il y a 10 ou 15 ans, quand il y avait un débat sur l'économie sociale et solidaire, je vous jure, il y avait la moitié de la salle, vous la coupiez en deux, il y avait les sociaux et les solidaires, et ça se tirait allègrement dessus. Et puis au milieu, il y avait les entrepreneurs sociaux qui prenaient les balles pour tout le monde et réussissaient à réunir tout le monde contre eux. La loi de 2014, elle a à peu près fait en sorte que ça s'arrête. Alors, ESS France fait du bon boulot ou pas, les CRES font du bon boulot ou pas, j'en sais rien. Chacun apprécie, mais ça a permis de poser un espace de dialogue et d'avoir des gens très divers dans un conseil supérieur de l'ESS, comme Gabriella, par exemple. Voilà, première chose. Deuxième chose, cette loi, elle a fait des références. Et en faisant des références à un certain nombre de formes, je pense aux monnaies locales, elle a envoyé un signal politique qui a dit ces choses-là ne sont pas anodines ou secondaires, elles sont importantes. On peut parler aussi des politiques, des pôles territoriaux de coopération économique. Il y en a plus de 200 en France. La coopération territoriale, elle a aujourd'hui un visage. Et c'est qu'un petit article de cette loi. Donc tout ça a été complètement utile. Et c'est sans doute pas pour rien qu'aujourd'hui, dans une majorité de territoires, à côté de la politique de développement, de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce, vous avez de plus en plus de politiques ESS. Et peut-être demain de politique numérique et ESS, en tout cas de plus en plus de politique numérique. Et puis la troisième chose qu'elle a faite, cette loi, elle a posé un cadre. Et un cadre sur comment on peut essayer de définir des contours pour l'ESS. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui conteste le fait que des sociétés commerciales de l'ESS puissent exister. L'exemple d'Hello Asso est assez parlant et quelque part montre que des sociétés ont mis en avant la recherche de l'utilité sociale, de finalité d'intérêt général, avant la rentabilité pour le plus grand bien de toutes et tous. Et donc c'est bien. Et peut-être qu'Hello Asso ne serait pas née s'il n'y avait pas eu cet espace-là, ou peut-être qu'elle n'aurait pas duré en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire s'il n'y avait pas eu ce cadre-là. Et j'ai envie de dire aussi un cadre qui a pu rassurer des investisseurs qui sont venus, et notamment des investisseurs qui se revendiquent de l'économie sociale. Donc ça, c'est important. Et dans ce cadre, en reconnaissant les différents statuts de l'économie sociale et solidaire, mais en les reconnaissant en tant que porteurs de principes de gestion, elle a aussi posé le fait que la loi est une addition de mode d'entreprendre, mais aussi un mode de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même, il y a une cohérence, pas toujours, mais il y a une cohérence et une forme de logique à relier les principes de lucrativité limitée, de gouvernance démocratique, de recherche d'une utilité sociale et d'un intérêt collectif, avec une vision de l'économie. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ces deux jambes-là quand on aborde aujourd'hui les sujets notamment du numérique et de l'ESS, parce que le numérique a évolué beaucoup depuis 2014. Il repose un certain nombre de questions. Et l'économie sociale et solidaire étant une économie par nature politique, eh bien c'est normal qu'il y ait du débat et c'est très sain. Alors nous, chez ESS France, après l'avis de la loi, on s'est dit, par exemple, dans les sujets à revoir, est-ce qu'il ne faut pas reposer la question de ce qu'est l'utilité sociale? L'utilité sociale, dans la définition en 2020, il y a eu les enjeux de transition écologique qui ont été rajoutés. C'est tard, hein. Il n'y a pas grand-chose sur le numérique. On pourrait sans doute faire des choses, notamment pour envoyer un signal aux acteurs qui revendiquent les US. Les US qui, rappelons-le, est un sésame pour accéder à la finance solidaire, mais qui est aussi utilisé pour plus de 50% des acteurs comme une forme de drapeau, de bannière ESS, en disant nous on est fiers quand même de faire tout ça, et ESS ça ne nous suffit pas, et ESUS on n'y va pas pour l'argent, mais on y va pour montrer qu'on fédère des collectifs, qu'on a un partage de la valeur, que vous avez très très bien illustré par ailleurs, qui est différent, et des logiques de fonctionnement qui sont différentes. Alors pour essayer de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. J'ai parlé de l'utilité sociale. Il y a quand même un trou qui est béant dans notre société, c'est que la loi définit aussi l'innovation sociale. Elle ne la définit pas très bien, mais aujourd'hui, il n'est toujours pas possible d'avoir l'équivalent, ou de manière très très rare, du crédit d'impôt recherche sur l'innovation sociale.
Ça c'est quand même un vrai scandale, et ce serait quand même un sacré apport pour les modèles que vous représentez. On essaye d'y réfléchir, hein, à quelques-uns. Le mouvement Asso est aussi embarqué dans l'affaire, mais voilà. Deuxième chose, certes, on est mieux reconnu, mais même dans les politiques de droit commun, on n'est pas reconnu à la hauteur des moyens que nous devrions avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe tout un système, un écosystème de soutien à l'entreprise qui s'est beaucoup développé, dans lequel nous sommes sous les radars, parce que nous ne sommes pas assez présents, non pas parce qu'on est mauvais, mais juste parce qu'on a tellement de sujets à adresser, et qu'au final, pour tous ces sujets-là, la loi reste récente, et on n'a pas encore utilisé tous les outils. Et dernier point peut-être, on parlera sans doute d'Europe après, on paye aussi la façon dont les pouvoirs publics voient le développement de l'économie. Aujourd'hui, la plupart du temps, le développement de l'économie et le soutien aux entreprises, ce sont des politiques d'attractivité du capital. Il n'y a plus de politique industrielle qui consiste à organiser un marché, sa place territoriale, les acteurs qui y participent, avoir des contrats de filière, etc. Et c'est sans doute et pour cette raison-là, nous peinons à avoir des outils qui peuvent investir en capital patient, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Les coopératives, les sociétés commerciales de l'ESS, vous pouvez un petit peu rémunérer. Les associations aussi arrivent via du capital patient, et notamment c'est tout l'exemple de la finance solidaire, à faire avancer les choses. C'est sans doute un des gros sujets sur lesquels il faut avancer, parce qu'on voit bien qu'on bloque aujourd'hui. On bloque, et ça ne vient pas de la capacité à entreprendre, ça vient de la capacité à obtenir ce à quoi nous devrions avoir droit. Et je pense que c'est pour ça que au final, l'évaluation de la loi et ce qu'on a fait le Conseil supérieur de l'ESS dit il faut une loi de programmation, il faut une stratégie de développement de l'ESS pour que la place qui est prise par l'ESS dans notre société et dans notre économie croisse. Aujourd'hui, il n'y a pas les outils, et c'est sans doute ce qui est devant nous dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir situé dans le temps, dans l'espace, la loi, y compris l'une de ses préconisations, le bilan de la loi, pardon, y compris l'une de ses préconisations principales, celle d'une loi de programmation. Merci d'avoir également rappelé l'utilité de la loi, le cadre dans lequel s'inscrivait, et les références utiles à l'avenir de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais bien que l'on puisse, dans le peu de temps qui nous reste, essayer de porter un regard sur le développement ou sur la promotion de l'économie sociale et solidaire numérique sur le plan européen. Arnaud, est-ce que, au regard de vos contributions et de vos activités, quelles sont les conditions de possibilité, selon vous, pour qu'il y ait un élan européen, notamment rattaché à vos activités? Merci beaucoup. Oui, je vais être rapide, il ne reste pas beaucoup de temps. Et puis, le Cavaluto, on est une petite structure, mais depuis la création, on a des ambitions internationales, même si on est petit. On est une association. On a une monnaie locale qui est en Suisse, le Léman. On a des sollicitations en Belgique, en Espagne pour bénéficier de nos outils. La France étant le pays avec le plus de monnaie locale, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu un commun numérique qui a été développé de manière assez efficace. Et que d'autres associations au niveau européen pour le moment s'y intéressent. Nos outils sont open source, donc on ne peut pas se financer avec la licence de nos outils, donc on fait uniquement de la prestation, et on a aussi mis en place une cotisation solidaire auprès de nos adhérents. Ça couvre pas encore la totalité des besoins de fonctionnement uniquement de notre association. Il me semble, à titre personnel, on est une association. La SIC, c'est quelque chose qu'on évalue. Un modèle, on cherche un modèle économique, il se situerait entre les deux, mais on ne trouve pas encore notre place au niveau réellement je pense, en tant que Glocaauto, on ne trouve pas un cadre légal. L'ESS a mis un cadre légal et nous inclut, entre guillemets, dans une famille, et on s'y reconnaît. Mais pour passer au stade européen, peut-être que
en fait, stabiliser notre modèle économique, c'est la première chose à faire, avec déjà en ayant nos besoins de fonctionnement assurés, parce que c'est pas ce qui manque les personnes intéressées, tout le monde réagit au projet de manière assez motivée, donc voilà, ce qui reste à faire, c'est peut-être trouver un modèle économique stable, et c'est le nerf de la guerre des communs, je pense. Que vive l'open source. Anna? Je vais essayer d'aller assez vite aussi, Gabriela. Du coup, sur la partie européenne, on croit beaucoup chez l'OASO à l'articulation entre la vision globale et la réponse locale. Et pour nous, en tout cas, la réponse en France nous paraît déjà suffisamment un terrain de jeu suffisant. Donc, globalement, on ne réfléchit pas dans ces termes sur des nouvelles pour porter notre élan, je dirais. En revanche, sur la vision globale, oui, bien sûr. Pas sur la réponse à apporter, mais sur la vision, oui. Et pour moi, ça passe par 2 leviers qui ont déjà un petit peu été évoqués, donc je ne fais que les réévoquer. C'est 1, des nouveaux narratifs, et 2, des nouveaux acteurs forts, effectivement. Sur les nouveaux narratifs, il y a la question, effectivement, de comment est-ce qu'on a un discours politique qui renverse le système de valeurs autour de l'innovation. Aujourd'hui, c'est la prime à l'innovation technique et technologique. Quelle place à l'innovation sociale, environnementale, etc. Donc ça, je pense qu'on a besoin de relais politiques forts au niveau européen qui portent ça, qui nous aident à renverser ce système de valeurs. Je pense que l'Europe a une place à prendre sur la singularité de la tech qu'elle défend. Ça s'est vu un petit peu avec notamment, alors on en parlait à la table ronde précédente, le RGPD qui est pas très sexy, mais l'Europe a quand même fait plier du coup les GAFAM qui ont été obligés de se contraindre à une autre vision, à un autre déploiement de la tech et du numérique en Europe. Donc je pense que, il y a un enjeu et un discours à développer à cet endroit-là. Je pense que c'est important d'encourager les initiatives comme le SOGA, de se fédérer, évidemment, parce que l'approche collective, ça reste l'approche de l'ESS. Et ensuite, sur les acteurs forts, je partage. Je pense qu'en fait, il y a plein de choses que tout n'est pas bon à prendre dans la French Tech et la Startup Nation, mais en fait, la fierté et l'ambition, je pense qu'il faut qu'on le prenne, et qu'en fait, il faut pas négliger l'importance de la tech à l'intérieur. Il y a un post de la fondatrice de Solinum la semaine dernière sur LinkedIn qui disait en fait le truc où j'ai vraiment merdé, c'est que j'ai négligé la tech. Et en fait, je pense que il faut pas. Il faut qu'on ait des acteurs forts, il faut qu'on soit bon si on veut être des contrepoids à l'échelle européenne, du coup. Et ensuite, quelque chose que tu disais aussi, et je pense que c'est vrai, on parle beaucoup de la commande publique, pas suffisamment peut-être, etc., dans l'ESS, mais je pense qu'on peut déjà être meilleur dans la commande privée de l'ESS vers l'ESS, et je pense qu'on peut s'améliorer dans la capacité à créer une dynamique et à valoriser le caractère social, solidaire et environnemental des outils numériques qu'on utilise les uns les autres. Voilà. J'enchaîne du coup. Alors, du coup, sur cette question européenne, moi je pense qu'il y a un petit peu deux sujets. Déjà, il y a le sujet de la reconnaissance dans l'économie sociale et solidaire en Europe, d'avoir des choses un petit peu qui soient posées en termes de statut et qui permettent ensuite, une fois qu'on arrive à reconnaître ces statuts d'association transfrontalière européenne, même si on n'est pas sur un statut d'association européenne, mais c'est déjà un premier pas qui est quand même important. Donc déjà, il y a cette question de la reconnaissance, et puis ensuite, il y a la question, donc, comme je le disais, des conquêtes. Et là-dessus, c'est un sujet qui se pose au niveau européen et c'est un sujet qui se pose au niveau national. À partir du moment où on considère que l'économie sociale est solidaire, je pense qu'ici on est convaincu, mais qu'on essaye de faire ce travail de crédible, l'économie sociale et solidaire, de notre point de vue, elle a forcément quelque chose d'intéressant à proposer. Mais voilà, je pense que globalement. Merci beaucoup, David, de nous avoir réveillés avec autant de dynamisme et autant de propositions concrètes, en l'occurrence sur la dimension européenne et au niveau légal, sur le plan actif d'associations transfrontalières, donc non pas européennes, mais c'est déjà un bon début de débat. Merci beaucoup, David. Marion? Moi, je pense que le point clé pour vraiment aller dans la suite de ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est hyper important, c'est vraiment la visibilité. Enfin, moi, je viens. Les gens nous choisissent.
j'ai vraiment aucun doute sur la question. À partir du moment où la façon dont on fait les choses est qualitative, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de proposer un service qui ne fonctionne pas, mais à partir du moment où c'est qualitatif, que les prix sont à peu près corrects, voire ils peuvent être même pour les gens en fait de payer un peu plus cher pour un service qui fonctionne à la fois bien, mais surtout qui rend un service social et environnemental. À partir du moment où on a ça et qu'on est connu, les gens nous choisissent, nous rejoignent en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un enjeu de visibilité qui est quand même au cœur, à mon avis, du changement d'échelle de l'ESS et du fait que l'ESS prenne vraiment la place que cette économie mérite. Donc, alors ça passe par des financements, mais pas que là, en fait, concrètement. Je pense que là, l'État, il a aussi un rôle à jouer fondamental pour dire, en fait, je choisis l'ESS, parce qu'en fait, l'ESS fait les choses bien, créer de l'emploi local, non délocalisable, parce que en fait, on regarde à long terme plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir donner à la fin de l'année à nos actionnaires. Enfin, en fait, c'est juste hyper logique. Mais en fait, c'est de la visibilité qu'il nous faut. Et pour ça, bien évidemment, il faut, je pense, jouer un peu avec les mêmes codes que l'économie, entre guillemets, dite capitaliste, hein, parce que il y a de la place pour ça et on a un rôle à jouer. Mais il faut aussi que l'État nous choisisse et nous mette en avant. Alors, dit comme ça, je sais bien que c'est un vieux pieu, hein, parce que je crois que c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, je suis sûre qu'on a fait la preuve de l'efficacité de ce qu'on fait. Et moi, j'attends beaucoup de la nouvelle des annonces qui ont été faites par notamment Olivia Grégoire hein, sur comment est-ce qu'on va mettre concrètement donner les moyens de l'ESS de prendre sa place. Mais bon, je pense que l'efficacité de ce qu'on fait n'est plus vraiment à donner. Pour réagir sur la donne européenne, puisque c'est sur quoi on est invité à conclure, David a raison d'insister sur l'importance du cadre juridique. Hein. En France, maintenant, on a une loi depuis 10 ans, on sait à peu près sur quoi on peut s'appuyer. Et encore maintenant, aujourd'hui, dans le traité européen, être non lucratif et avoir une activité économique, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le droit européen tel qu'il a été conçu au nom d'un droit de la concurrence un peu étroit dans sa vision. Donc, c'est en train de changer. Et tant mieux. Et c'est en train de changer parce que les acteurs se sont mobilisés, parce que nos amis associatifs en France l'ont fait, coopératives mutuelles, etc., l'ont fait depuis des années. Les coopératives italiennes également, en Belgique. Enfin, voilà. Et avec des vrais succès aujourd'hui. Alors, c'est pas un hasard, mais le siège de la Commission européenne se trouve qu'il est à Bruxelles. À Bruxelles, en 3 ans, l'ESS, c'est plus 20% en termes d'augmentation d'emploi. Donc, il y a des choses qui sont visibles et des dynamiques qu'il ne faut pas louper. Donc, il y a ce cadre juridique, il y a un plan d'action de la Commission européenne et maintenant un texte qui va être présenté à Saint-Sébastien la semaine prochaine, qui va inviter chacun des États membres de l'Union européenne à développer une stratégie ESS. C'est une révolution copernicienne. Hein. Et probablement, pour les modèles que vous représentez, au moins tous les trois, parce que nous, avec David, on est un peu les lobbyistes de l'affaire, vous allez avoir des gens qui vont dire, tiens, mais comment ils font, eux, et est-ce qu'on peut dupliquer ou est-ce qu'on doit développer L'enjeu va, je pense, assez vite être de cette nature-là, ce qui vous posera plein d'autres problèmes, mais peut-être des bons problèmes. En tout cas, le boulot aura été fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le numérique n'est pas anodin dans cette affaire-là. Il y a 2 sujets sur lesquels l'Union européenne s'est dit qu'il faut vraiment que ça bouge au niveau de l'ESS. C'est 1, l'économie circulaire, et 2, le numérique. Pourquoi ? C'est parce que c'est 2 sujets sur lesquels on est dépendant. Si on n'organise pas l'économie circulaire, pour toute une partie de notre économie, on dépend des chaînes de valeur et des délocalisations qui ont été faites. Donc, on a besoin de relocaliser. Donc, pour relocaliser, on a besoin de ceux qui savent s'approprier une autre conception de la valeur plus sobre, plus juste, mieux territorialisée. Donc, il y a l'ESS. Je refais le raisonnement, mais il vous paraît évident, mais il faut toujours, à mon avis, le rappeler. Donc, il y a l'économie circulaire et le deuxième, c'est le numérique. Pourquoi le numérique ? Alors, et du coup, l'Union européenne est en train d'arriver au cadre. Thierry Breton, quand on connaît son parcours dans le numérique, dirigeant d'Atos, etc., voilà,
Lui il dit, en gros, il y a évidemment la question démocratique, et vous en parlez toutes et tous, parce que vous êtes vecteur de citoyenneté en faisant le choix de consacrer des ressources à des gens qui ne sont pas rentables pour vos entreprises ou qui affectent le partage de la valeur, pour le dire comme ça, parce que vous avez une vision de la citoyenneté. Donc c'est la première chose, et la deuxième chose c'est la question et donc Breton le dit comme ça, et la deuxième question c'est la question de la souveraineté. C'était dans la question de Gabriela, ne l'oublions pas. Breton dit en fait c'est très simple. D'un côté vous avez les GAFAM, voilà, on prend les données et on bouffe tout ce qu'on peut en bouffer et valoriser. Et de l'autre côté, vous avez leurs équivalents chinois. Alors là, le projet politique de contrôle, etc., c'est encore pire. Et au milieu, nous, on est un peu les naïfs, les innocents. Donc, faut pas sous-estimer cette réflexion qui est déjà, on s'attend pas forcément à la trouver au niveau européen, mais c'est que les problèmes sont vraiment pas secondaires. Et je pense que sur l'approche numérique, et c'est pour ça que l'existence et l'importance de ce que fait Soga est absolument déterminante. Je pense qu'on peut voir arriver des choses un peu ébouriffantes dans les années qui viennent sur le sujet. Peut-être que je suis trop optimiste, mais après tout, quand on voit les milliards d'euros qui ont été dépensés pour des projets qui mènent nulle part, c'est sans doute important de mettre 1 milliard d'euros dans une usine de batterie pour les mobilités de demain. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible de faire la même chose sur des communs numériques européens. Merci beaucoup pour cette conclusion, Antoine. Nous retenons bien des dynamiques de visibilité nécessaires à l'œuvre et rendre encore plus évidentes celles qui sont sur le point de naître, en l'occurrence sur les activités de l'économie sociale et solidaire. Et on retient également l'importance de l'emboîtement d'échelle du local, du niveau national. Il faut le dire, le mot, il est ce qu'il est, et sur le plan européen. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il nous reste 6 minutes. Merci de passer un micro, ou peut-être, monsieur, si vous pourriez parler fort, nous vous serions reconnaissants. Merci, Jérôme. Alors, je pense qu'on fera pas la French Tech de l'ESS demain matin, mais il y a quand même deux choses. Un, la mobilisation démocratique et la visibilité, ce qu'expliquait très bien Marion et à l'instant est toujours absolument utile et impréalable. La deuxième chose, c'est que on a aussi des espaces à conquérir et qui sont peut-être moins loin que ce qu'on peut penser. Je vais prendre l'exemple de France 2030. France 2030, c'est 54 milliards d'euros pour l'économie de demain. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont été chercher un petit peu d'argent. On a fait le compte, 2000 projets lauréats, entre 20 et 40 de l'économie sociale et solidaire. Et encore, pour beaucoup, c'est parce que c'est le ministère de la Culture qui les a aidés. Aujourd'hui, France 2030 est un espace pour aller chercher des ressources et les enveloppes ne sont pas dépensées. On n'est pas organisé pour le faire, mais s'organiser pour le faire et que quelques acteurs y aillent pourrait quand même faire bouger les choses. Je pense que quand on prend pied dans des espaces où on n'est pas attendu, d'une part ça frotte toujours un petit peu. Et se disent tiens, pourquoi ils sont là eux, et si on se fait refuser, alors en général là ça bouge, et puis surtout ça permet d'ouvrir la porte pour d'autres.
c'est pas révolutionnaire ce que je dis là, mais je pense que c'est une petite révolution quand même à avoir en se disant mais pourquoi on n'y est pas et pourquoi on n'y irait pas, parce qu'aujourd'hui, si on doit retenir un truc de la loi ESS, c'est que nous devons être considérés comme des entreprises par plein d'aspects, et être considérés comme des entreprises, ça ne veut pas dire changer notre nature, ça veut dire assumer que l'on peut demander les mêmes, à minima les mêmes choses que les autres. C'est l'histoire des PGE pendant le Covid-19. PGE pendant le Covid-19, premier formulaire, on vous demande votre pacte d'actionnaire. Ben, alors David, il n'était pas encore au mouvement Asso, où il n'était pas loin d'y être. Je pense qu'il aurait autant de cheveux que moi aujourd'hui s'il avait dû décrire les pactes d'actionnaires de l'ensemble des assos qui demandaient des PGE. Bon, voilà, la dénonciation de l'injustice et le fait de mettre les pieds dans la porte, ça fait quand même bouger des choses. C'est pas la révolution, mais on est aujourd'hui sans doute mieux placé à Bercy pour essayer de faire bouger les choses qu'on ne l'était encore il y a quelques mois en interministérialité et donc un peu suspendu. Quelqu'un d'autre souhaite apporter un complément à la réponse d'Antoine? Y aurait-il d'autres questions parmi les personnes présentes dans la salle, s'il vous plaît? Eh bien, nous allons rester... Ah pardon, veuillez m'excuser, je ne vous ai pas vu. Oui. Alors, il y a des sécurités sociales et alimentation au sein des monnaies locales. Il y a des qui donc gravitent uniquement en monnaie locale, et des sécurités sociales et alimentation qui sont en euros ou en crédit alimentaire. On a été sollicité, on a fait un cahier des charges là pour le moment uniquement, parce qu'on a les mêmes besoins fonctionnels. Enfin, ils ont les mêmes besoins fonctionnels que les monnaies locales, donc on peut facilement réutiliser en fait les outils qu'on a déjà développés, et puis modifier rajouter des développements pour se spécialiser là-dedans. Et donc, il y a 3 projets qui souhaitent se mutualiser pour bénéficier de nos outils, Drôme, Gironde et un autre que j'ai mangé au nord de la Drôme. Et donc voilà, l'objectif c'est peut-être de proposer un outil mutualisé au sein des sécurités sociales de l'alimentation, parce que voilà, c'est un domaine qui est balbutiant comme les monnaies locales il y a quelques années. Donc on verra. Et donc c'est un outil avec notre application Monoujo, en fait, on a une blockchain qui pourrait permettre de faire la répartition des crédits et voilà. Je ne vais pas détailler, c'est un peu complexe la sécurité sociale alimentaire, mais on peut en parler après si. Merci beaucoup à Arnaud. Nous invite peut-être à échanger avec les acteurs ici présents, peut-être dans des moments informels, et à demander leurs coordonnées, bien préciser l'accès au site internet et aux outils open source également. En passant, merci beaucoup pour avoir laissé la place aux participants de la table ronde suivante. Donc, on va déclarer cette table ronde finie, et nous avons beaucoup de travail pour les années à venir et dans la continuité de cette loi dite amende 2014. Merci beaucoup.